Nous sommes là en juin-juillet 1962 au centre de semi-liberté de l'Étape. La guerre d'Algérie est terminée, nous venons de passer environ une année en prison et on attend la suite des événements. Pour moi, ce sera une... Je me demandais bien ce que ça pouvait vouloir dire. Enfin, c'était... Et puis, 2 cars de police sont arrivés. Et je l'ai vu à minuit sur le quai numéro 3, en silence, tout le monde. On s'est relevé, ils ont passé la menotte à Pierre. J'ai présenté mon bras, ils m'ont passé aussi. Et alors on s'est regardé d'un air triomphal. Il y en a un qui a dit: tu as vu cette gueule d'ange? Je me suis retrouvé avec Joe, enchaîné avec des chaînes aux pieds. Mais dans de pareilles actions, ça peut paraître étonnant. On ne ressent pas les coups du tout de la même façon que d'habitude. On vit quelque chose qui est au-delà. Je me souviens très bien avoir lu des articles sur toi parce que moi j'étais dans les paras à Montauban à ce moment-là. J'ai sauté là-dessus en disant putain. Pour moi, ça a été un événement vachement important pour moi, qui a défini après ma position. Le juge d'instruction m'a seulement inculpé d'insoumission. Autrement, le procès, il y avait tous les gens tous les copains de Nancy. Il y avait, je sais pas, plusieurs, ils étaient au moins 500 ou 600 ou plus. Enfin, il y avait une manifestation sous mes fenêtres. Évidemment, je voyais le jour simplement par an, mais j'ai des oreilles, je l'entendais. Et puis, ils m'ont mis... moi, je ne m'attendais pas à avoir seulement 8 mois de prison. Parce que ce n'était pas le tarif à l'époque. J'ai eu une peine très... enfin... très faible, quoi. J'allais voir les évêques. Et à tous, je leur montrais que ces jeunes, c'était absolument indispensable d'être avec eux. Et alors ils me disaient: oui, mais si vous leur demandez de dire non, vous leur demandez un héroïsme qui n'est pas au niveau des capacités habituelles déjà. Je leur disais: et vous, qu'est-ce que vous leur demandez? En les soumettant à l'obéissance qui les amènera aux tortures, à quoi vous les condamnez? Vous croyez que c'est plus facile? Je me suis insoumis, je suis parti à Genève et j'ai découvert le bouquin de Vinoba Bhave, qui était un disciple de Gandhi, son bouquin qui s'appelle La Révolution de la non-violence, où il décrit un peu la société qu'il souhaite. Et Vinoba a décrit une société qui, pour moi, était anarchiste parce qu'elle était sans État, sans juge, sans argent, sans tribunaux, enfin, autonomie des villages. Et je me suis dit, mais alors on peut faire de la non-violence et être anarchiste. Donc quand j'ai appris qu'il existait, que l'Action civique non-violente lançait quelque chose contre la guerre en Algérie, pour un service civil en Algérie, et suivant des méthodes non-violentes, j'ai pris contact, on a pris contact. Et alors la seule chose qui me gênait, c'était que je savais que c'était tous des croyants. J'avais rencontré Lanza del Vasto, bon, je trouvais pas ça très, très intéressant. Et ils ont eu l'adresse de nous envoyer à Bruxelles Elisabeth Boisgantier. On a tout de suite sympathisé. J'ai dit, bon, ben, s'ils sont comme ça, ces gens-là, on peut rentrer. Alors il nous a expliqué que si on voulait se voir, comme je risquais d'aller en prison, que si Anita voulait me voir, ben, il fallait qu'on se marie, quoi. Bon, voilà. Mais pour que j'ai pas de problème pour rester en France. Voilà, Pas besoin, même sans travail. C'est comme ça qu'elle est devenue française. Donc le pasteur Vernier nous fait passer la frontière. Et puis on se retrouve sur un chantier à Rungis. Et puis on attend les gendarmes, quoi. On attend l'arrestation. Et ça, c'est très important pour moi. Nous étions en train de discuter à une douzaine dans la salle, dans la grande salle, et à un certain moment, les gendarmes sont entrés, 2 gendarmes sont entrés en me demandant de les suivre.
puisqu'ils venaient m'arrêter. Donc, je me suis levé pour les suivre. Mais au même moment, 6 autres copains se sont levés en même temps que moi, pas avant, pas après, en même temps. Et j'en suis encore ému. À partir de septembre 1960, c'est dans l'extrême tension produite par l'échec des pourparlers de paix en juin à Melun que se déroulent les manifestations de soutien aux réfractaires qui acceptent d'aller en prison plutôt que de faire le service militaire tant que dure la guerre d'Algérie. Ils réclament un service civil sur les lieux du conflit et veulent montrer que ce n'est pas par lâcheté qu'ils refusent, mais au nom de leur conscience. Tout ça, je l'avais expliqué au chef de cabinet de Pompon, Papon. Parce que j'étais allé le voir. Au début, suivant mes bonnes méthodes, ça faisait partie de mes méthodes d'aller voir les responsables pour leur expliquer ce qu'on allait faire et pourquoi on allait le faire. Alors il m'avait dit, oh, on ne va pas vous mettre en prison, ça vous ferait de la publicité. Je lui ai dit oui, mais c'est bien. Comme d'habitude, ça nous permettra de lancer l'affaire tout doucement. Et puis quand on le prendra en place, vous nous mettrez en prison, et puis ça fera la publicité dont vous parlez. Il dit, oh, de toute façon, vous n'aurez jamais beaucoup de jeunes avec vous. Je lui ai dit, pourquoi? Il me dit, vous n'aurez jamais que l'élite ou des épaves. Je lui ai dit, oui, votre histoire d'élite, je ne suis pas bien d'accord, mais enfin, on va en reparler. Les épaves, je vois très bien ce que vous voulez dire. Les épaves, ce sont des gens qui n'ont pas trouvé leur insertion dans cette garce société que vous leur proposez. Nous, on leur propose une autre insertion et ça va devenir des gens d'élite. Et je lui dis, l'élite, d'après vous, ça fait combien? Oh, il me dit, ça fait, mettons, 3%. Je lui dis, sur 500 000 jeunes en Algérie, 3%, ça fait 15 000. Avec ça, je me charge d'occuper tous vos services de police et de vous faire une belle petite révolution non violente. Il m'a dit, il faudra peut-être vous mettre en prison. Comment s'est passée l'arrestation? Relativement simple et en tout cas prévisible. On était sur le chantier, on avait envoyé, quand je dis on, c'est Jean Lagrave et moi, on avait envoyé notre lettre à notre colonel respectif pour dire nous sommes sur un chantier et nous attendons notre arrestation. Si vous voulez venir nous chercher, nous sommes là. Donc les gendarmes sont venus et à ce moment-là, nous étions 4 sur le chantier. Et il y avait avec nous Claude Michel et Jean Rogier qui se sont déclarés solidaires dans la mesure où on n'avait qu'une seule identité, en l'occurrence 2, Jean Lagrave et Christian Fiquet, et nous nous sommes retrouvés à la gendarmerie, ensuite séparés pour chacun de notre côté être interrogés et identifiés, disons. À partir de là, donc réintégré à la caserne, j'ai été transféré, ramené à mon corps, où on m'a mis en cellule, évidemment. Pendant quelques jours, j'ai été convoqué rapidement par le colonel. Le commandant du camp de la caserne, lui, je le connaissais bien, il m'avait dit on va te remettre dans le droit chemin, tu t'es fait... je me souviens toujours de l'expression, tu t'es fait convertir par des curés, je sais pas quoi. Bon, je m'attendais à me faire tabasser dans la caserne. Mais j'étais enfermé 24 heures sur 24 avec une couverture en plein mois de janvier, pratiquement sans manger. Je me suis dit, pourvu que ça dure pas très longtemps. Et là, je pense que j'ai eu la chance. Le colonel m'a dit, moi, vous êtes, si vous voulez, si vous êtes devenu non-violent, moi, c'est votre droit le plus strict. Moi, je vais vous faire inculper, vous allez aller à la prison de Toulouse, et puis voilà, ça suivra son cours. Et ça s'est passé comme ça. J'ai été quand même muté en Algérie, disons de force, et je suis resté en prison militaire pendant quand même assez longtemps, avant d'être inculpé de désertion, puisque j'avais rejoint un chantier, donc j'avais pas rejoint mon corps d'affectation, et de refus d'obéissance, compte tenu qu'après j'avais refusé de reprendre l'uniforme militaire.
Les droits communs avec qui j'avais des contacts dans la prison ne comprenaient pas du tout ma position, mais par contre, l'acceptaient. Ils disaient, t'es un peu bête, quoi, de gâcher ta jeunesse pour une cause qui n'est pas la tienne, ça vaut pas le coup, enfin, c'est idiot. Bon, mais ils comprenaient. Au niveau du FLN, et évidemment qu'ils n'acceptaient pas ma position, par contre respectaient ma prise de décision en considérant que c'était une forme d'aide. Mais eux, leur problème, c'était la lutte armée, le combat contre l'occupant français. Les gens de l'OS, à l'inverse, n'étaient pas du tout d'accord avec ma prise de position qu'ils prenaient pour une aide effective au FLN, mais compte tenu qu'ils considéraient que c'était une position courageuse d'affirmer des choses comme celle-là, respectaient cette position. Donc en fait, j'ai ni d'un côté ni de l'autre, enfin ni en l'occurrence des trois côtés, j'ai eu à souffrir du fait que les gens connaissaient ma situation. Je suis condamné à 18 mois. Alors à la fin donc au moment des accords d'Évian, peut-être un peu avant, enfin on sentait que la guerre était quasiment finie quand même. Hein. On s'est retrouvé à l'étape, à Rognes, et j'ai été libéré le 16 juillet 1962. J'ai été ramené à la prison d'Aix-en-Provence, où j'ai passé une nuit. Et le lendemain matin, j'ai été accueilli, évidemment, par une jeep militaire qui est venue me chercher pour me ramener à la caserne, où on m'a reproposé l'habit militaire. Et évidemment, j'ai dit non, sans donner d'explication d'ailleurs. Donc je suis reparti pour les Baumettes. Et là, j'ai été jugé beaucoup plus rapidement. J'ai été condamné à 2 ans, mais seulement pour refus d'obéissance. Là, bon, bah, c'est le train-train, après c'est la routine. Hein. Mais sauf que... Donc il y a eu la grève de Lecoing qui a obtenu qu'on soit regroupé dans ce fameux camp de Mozac, en Dordogne, où nous sommes arrivés au mois de novembre 62. Le 19 mars de cette année 62, les accords d'Évian mettent fin à la guerre d'Algérie. Le 1er juin 62, Louis Lecoing, infatigable militant de l'objection de conscience, commence une grève de la faim de 3 semaines pour obtenir le vote d'un statut des objecteurs qui interviendra définitivement le 22 décembre 1963. De Gaulle, sous l'influence certainement de M. Michelet, qui était quand même quelqu'un de remarquable comme ministre de la Justice, a accepté de ramener les durées de détention des objecteurs à 3 ans au lieu de 5. C'est-à-dire que tous ceux qui avaient fait plus de 3 ans étaient libérés. De l'eau. Ça doit être ton verre. Ouais. C'est un peu de couleur si tu veux, avec les tomates. Ah, mais tu veux mettre la couleur. des couleurs. Ouais. Tu veux l'assiette? L'assiette elle est déjà faite, mais je veux pas qu'on voit qu'il a déjà fait tout ça. C'est moi qui l'ai fait. Oui, parce qu'il n'y a pas les fichures d'elle, je pense. Je travaillais en crèche municipale, donc avec un petit salaire, quoi. Et j'ai fait des économies. J'ai dit je vais aller le voir pendant mes vacances, quoi, parce qu'en plus c'était pas très bien vu. Les filles elles comprenaient plus ou moins déjà que Christian soit en prison, mais alors la directrice, niette. Donc j'ai dit je vais en Algérie en vacances, comme ça c'est tout, quoi. Pendant la guerre d'Algérie, les vacances, c'était assez recherché là-bas. Et donc, grâce à l'action civique non violente, j'ai eu un point de chute. Et la première visite que j'ai faite, c'était chez le juge d'instruction militaire. Bon, alors, il m'a dit, écoutez, madame, essayez de convaincre votre mari qui change d'avis, hein, parce que vraiment, il va avoir des ennuis, quoi. Donc moi, c'était pas ça que je voulais. Moi, je voulais qu'il me donne l'autorisation de visite. Je lui ai dit oui, parce que bon, je lui ai dit oui, je vais essayer. T'as dit ça? Qu'est-ce que tu veux que je dise? Et j'ai eu 2 fois par semaine, j'allais le voir à la prison. Pour me convaincre. Pour une demi-heure. Ça n'a pas marché. Enfin, même pas une demi-heure. Hein, oui, ça, peut-être on peut dire le parloir, c'était vraiment intenable.
le parloir classique, c'est-à-dire 2 grilles séparées d'environ 2 mètres, un maton au milieu qui faisait le long large, 20 personnes d'un côté, 3 détenus de l'autre, qui essayaient de parler et de s'entendre. C'était impossible, hein, tu te souviens. On se voyait, c'est tout, quoi. C'est tout, puis Mais en plus, on était mal enfin, moi, j'étais mal quand je ressortais, parce qu'il fallait quand même plusieurs heures pour se remettre, quoi. Parce que vraiment, c'est dur. Et puis, le deuxième voyage que j'ai fait, c'est au moment de son procès. Et où c'est que ça a fait tilt, la mal, c'est au moment de prononcer du verdict. Non. Moi, je me souviens. Moi je savais, donc ça m'a pas posé de problème, mais j'ai l'impression que tu as eu un... 3 ans, bon. Enfin bon. Et ce qui est toujours la réaction imbécile des gens d'ordre, c'est qu'ils s'imaginent qu'en envoyant en prison des personnes très dignes qui opposent des refus d'obéissance à des ordres insensés, illégaux, que ces gens représentent finalement une force avec laquelle il faut compter et deviennent dans l'opinion publique des pôles de résistance importants. Et dans les juges d'instruction qui ont examiné vos affaires, il y a des juges qui nous écoutaient, qui dialoguaient, qui aimaient parler avec nous. Je me souviens même de juges militaires qui étaient impressionnés par vos témoignages. Et quand on leur disait « où est l'honneur ?» Voilà une question qui les touchait beaucoup. Où est l'honneur? Vous parlez fréquemment de l'honneur de l'armée, de l'honneur de la gendarmerie. Moi, je disais l'honneur de l'homme. Et votre honneur, où est-il? Quand un homme torture ce qui est contraire à la morale, à l'éthique, même au droit international, même au règlement militaire auquel vous devez obéir, où est l'honneur? Et l'honneur de celui que je défends, il est évident, il est éclatant. Et ça les touchait parce qu'ils étaient d'accord, un peu d'accord quand même. Le retour de militaires, en particulier de rappelés, qui sont venus et qui ont raconté, a aussi participé au changement d'opinion dans la population, enfin dans l'opinion générale. Parce qu'il y en avait beaucoup qui revenaient et qui, sans raconter, disaient quand même que c'était pas beau, quoi. Et que... Oui, on lisait entre les lignes. Voilà. Mais les lignes étaient difficiles à lire parce que la presse était quand même très muselée. Oui, il y avait beaucoup d'interdictions de publication, il y a eu beaucoup d'arrestations et beaucoup d'interdictions de brochures, d'articles. Et c'est vrai qu'un événement aussi important que la manifestation monstre des Algériens en plein Paris du 17 octobre 1961 n'a absolument pas été connu dans l'opinion publique avant des semaines, voire des mois ou des années, parce que ça n'était l'intérêt de personne, et même les journaux des partis politiques parlaient peu de ces manifestations très importantes de tous les Algériens de la région parisienne. Et il y a eu des massacres, des Algériens tués par noyade. Et nous, comme avocats, à ce moment-là, on déposait des plaintes, mais les plaintes étaient envoyées au panier. La magistrature, la haute police, la haute administration, tout le monde avait intérêt à taire ce genre d'événements. Je suis parti donc à Colmar. De Colmar, on a passé une nuit à la caserne. On nous a mis dans un car, on est parti en Allemagne. Et en Allemagne, toute la file de jeunes passait devant un sergent-chef Fourier qui nous donnait une tenue. Et quand je suis arrivé, je lui ai dit « j'en veux pas, je refuse l'uniforme ». Alors là, le pauvre sergent-chef a été un peu ébahi, il m'a dit « pourquoi? Ça te plaît pas? Ça te va pas? Qu'est-ce qu'il y a qui... » Et je lui ai dit « non, c'est que je ne veux pas faire de service militaire ». J'y allais pour dire « non, je ne veux pas ». Et il n'était pas question Je ne voulais pas être insoumis, par exemple. Dans l'église protestante, on était
pas vraiment soutenu par tout le monde, mais on était accepté. Ça faisait partie, c'était une option possible et comprise de... Bon, encore une fois, pas par tout le monde, mais beaucoup de pasteurs qui étaient contre disaient quand même tu as fait ton choix et c'est un choix qui est respectable et qui peut aller dans le sens de l'Église. Ah non, c'est pas le contraire. Entrez, c'est là-bas. Là, c'est... À qui on a demandé, il nous a dit ça, la sortie du village. Ah oui, d'accord. Non, mais je lui avais dit, après la cave marquée Granon-Mont. T'as vu, il est pas loin. Dans la famille, j'avais un frère qui avait devancé l'appel pour aller en Indochine, un autre qui avait devancé l'appel pour aller... Non, simplement devancer l'appel. Il avait fait son service après, il a été rappelé pour l'Algérie. C'était dans les années 55 ou 56, tu sais, quand il y a eu les manifestations là. Donc c'était une famille pas tellement non violente. Et puis donc c'est parti de là, quoi. Enfin, moi je savais de toute façon que c'était ça que je devais faire. C'était c'était une prise de conscience qui s'est faite petit à petit. On n'a pas la révélation du jour au lendemain. Hein. C'est quelque chose qui se fait. C'était, je dirais pas insidieux parce que ça serait négatif, mais tu vois, c'est quelque chose qui est lent et qui creuse et qui s'avance petit à petit. Et qui va finir par me conduire à cette attitude en disant la seule attitude possible pour moi, c'était le refus de la guerre. Et donc la guerre d'Algérie qui était celle-là à ce moment-là, quoi. Donc c'était dans les années... j'avais 19 ans à l'époque. Et je pense que cette prise de conscience, elle a été pas guidée. Elle n'a pas été guidée, mais elle a été induite quand même par le témoignage de mon beau-père, qui n'était pas mon beau-père alors, mais qui était, parce qu'il était objecteur de conscience aussi, avait quand même une certaine orientation. Et j'ai été condamné en 61, c'était étonnant, mais à 1 an de prison. Et les 2 autres condamnations que j'ai eues, j'ai aussi à chaque fois été condamné à 1 an, jamais à 2 ans. Par un tribunal civil ou militaire? Non, militaire, toujours militaire, oui. Oui. Et alors, moi j'étais condamné au maxi du premier coup de 3 ans. J'étais pas l'objecteur type comme Eric. Et d'autre part, il y avait aussi un autre truc pour les objecteurs. L'armée pensait et espérait toujours qu'ayant connu 1 an de prison, t'aurais changé d'avis, etc. Oui. Donc il y avait ce détail de baratinaire, hein, je suppose. Oui. Enfin, je sais pas comment ça s'est passé, mais... Si, moi je n'ai plus le souvenir exact du nombre de fois où j'étais convoqué par le juge qui te proposait des choses, en disant mais vous ne porterez pas les armes, on vous donnera un habit d'infirmier, et pourquoi vous ne voulez pas y aller, etc., etc. On te donnait toutes les garanties possibles et imaginables pour t'amener à changer d'avis. Et je crois que ce qui était difficile, c'est que quand tu es tout seul, tu as un peu de peine à surmonter ça. Hein. Je suis arrivé fin janvier 61 et je crois que tu étais déjà là. Ah oui. Et on s'est connus par l'intermédiaire du pasteur Siguier. Ouais. Je me souviens pas qu'à ce moment-là, on n'a pas été en cellule ensemble. Non. On n'a jamais été en cellule. On n'a jamais été en cellule. Mais on arrivait à se voir quand même. Ouais, c'était permissif. C'était permissif pour lui, il était pistolet lui. Hein. Oh. J'avais du pot. Parce que moi je n'ai eu le régime politique au mois d'octobre de la même année, c'est-à-dire 9 mois après environ, quoi. Hein, on a eu le régime, ça s'appelle le régime de type A. Et on avait le droit à une petite radio à l'époque, et on avait la porte de la cellule ouverte. C'est-à-dire qu'on nous a appliqué le régime appliqué au FLN, en fait. Moi, j'avais le sentiment que la proportion de protestants, disons, vous soutenant, était beaucoup plus importante au sein de l'Église réformée que par exemple, au sein de l'Église catholique. Oui. C'est le sentiment qu'on avait nous. Bien sûr. Toi, tu as fait des demandes à ton église. Non. L'église, si tu veux, l'église d'où j'étais, ça a fait un peu tache d'huile dans les réunions, dans les rencontres, ce qu'on appelle les consistoires. Ouais, les consistoires. Ils ont discuté
Ils ont discuté de l'objection de conscience et de la guerre d'Algérie, probablement, du soutien qu'il fallait apporter, etc. Mais on n'a pas fait, nous, une démarche particulière. C'est eux qui ont pris la décision, c'est eux qui ont poussé le bouchon grâce à ceux qui étaient mordus et qui voulaient que ça aille dans ce sens-là. Le coin se battait pour un statut depuis des dizaines et des dizaines d'années, en dehors de la guerre d'Algérie et de quoi que ce soit. Il était opposé à l'armée et au service militaire. Nous, Christian et moi, s'il n'y avait pas eu la guerre d'Algérie, on aurait fait notre service militaire normal. Ce que nous contestions formellement, c'était justement l'obtention d'un statut qui aurait permis à chacun d'entre nous de ne plus faire de prison, mais d'aller infirmier dans un machin et de trouver sa petite planque, tu vois. Nous, on était contre ça, c'est évident. Tant qu'il y avait la guerre d'Algérie, ce qu'on voulait, c'était faire une action collective et en Algérie. Oui, tout à fait. C'était clair, tu vois. C'était pas... Nous, le statut, on n'avait rien à foutre tant qu'il y avait la guerre. C'est paradoxal, mais c'est comme ça. Il y a plein de gens qui disaient, j'ai connu suffisamment de gens qui disaient, la guerre d'Algérie c'est très mauvais, on fait un boulot qui est dégueulasse, il faut pas le faire, rien, et tout. Et puis quand il fallait partir, ils partaient. Donc ils avaient un peu honte. Et quand ils nous voient, nous, revenir, ou qu'on se voit après, nous, ils disent ce que vous avez fait, c'est bien, mais ils n'osent pas trop nous dire, c'est ce qu'on aurait voulu faire, qu'on aurait... C'est pas du respect, c'est de la honte. Mais dans le bon sens du terme. Et c'est pour ça que... il y avait par exemple, il y a encore une gravière là. Et avant, ils prenaient le gravier dans la Drôme et maintenant c'est interdit. Parce qu'ils veulent que la rivière retrouve sa fonction d'avant. Dès 1955, il y avait eu des actes isolés d'insoumission et de désertion durement réprimés par la prison et le bagne en Algérie. De leur côté, les réfractaires de l'action civique non violente et leur soutien ont voulu, à partir de 1959, témoigner publiquement de leur refus de cette guerre dans une action collective. Au cours de ces années de lutte, ils estiment avoir été une trentaine à être arrêtés, jugés et condamnés à des peines de 1 à 3 ans de prison. Dans l'action civique non violente, la place des femmes, elle était entière. On n'a jamais senti de différence entre les femmes et les hommes. Évidemment, c'était les hommes les plus mis en avant, puisque c'est eux qui allaient en prison. Mais dans l'organisation, dans tout ce qui se passait autour, pour faire du bruit autour, faire des manifs et des actions autour de ça, les femmes avaient aussi parfaitement leur place. Et ce qui était bien, c'est que on ne leur disait pas il fallait faire ceci ou cela, on acceptait ce qu'elles pouvaient apporter. Je sais très bien qu'à un certain moment, donc, lors de notre rencontre du mois de juin, là, on a voulu mettre tout ça dans une perspective plus féministe et tout ça, mais à l'époque, ça n'existait pas. Le problème ne se posait même pas parce que les femmes avaient leur place comme les hommes. Ça, c'est vraiment important à dire. Alors moi, dans cette affaire, j'étais à la fois là pour soutenir donc André qui était en prison et pour faire la liaison avec l'extérieur, etc., pour aider à fabriquer et distribuer les tracts lors des procès, prendre des contacts, avoir des témoignages pour les procès et tout ça. Mais en même temps, j'étais moi-même très bien soutenue par toute cette structure qui venait surtout des groupes des Amis de l'Arche. Ça, c'est vrai. L'Arche est une communauté, un ordre fondé en 1944 par le poète et philosophe Lanza del Vasto. Son but est de méditer et de mettre en œuvre l'héritage spirituel de Gandhi et des évangiles. Lanza del Vasto et ses compagnons mèneront de nombreux combats par le jeûne et la manifestation contre la bombe atomique, la guerre d'Algérie et celle du Vietnam. En 1957, il participe à un jeûne collectif à Clichy contre les tortures et pour la paix en Algérie. Un point important de l'enseignement de Lanza del Vasto tient en cette règle d'action. Une cause juste ne peut s'autoriser des moyens injustes. Face à l'arbitraire et à la tyrannie, s'impose l'évidence de la désobéissance civile et de l'action non violente. Moi, j'ai découvert l'Arche. C'était en 65 la fin. En 60, peut-être en 1960 ou 61, les dates, c'est un peu perdu là. Donc je me posais un tas de questions là, par rapport à l'objection, par rapport à la guerre d'Algérie.
Et j'étais en lien avec le groupe de l'action civique non violente à Marseille. Moi, ce qui m'a fait adhérer à l'Arche à ce moment-là, je la connaissais, l'Arche, je la connaissais sous son angle esthétique, et j'étais resté mi-figue, mi-raisin. Mais c'est justement cette action avec Jo contre les camps d'assignation qui m'a révélé, ah mais bien, c'est des gens intéressants, ils ne sont pas seulement esthètes, ils sont capables de s'engager. Voilà ce qui m'a fait voir l'Arche. Alors à partir de ce moment-là, j'ai demandé à retourner, j'ai pris des vacances pour retourner à l'Arche. Alors le jour de Gandhi, particulièrement, le symbole, c'est de reprendre le rouet ou la quenouille. Et Claude est arrivé un jour voilà. comme ça. Et alors, bon, ils étaient tous habillés en blanc, grand silence, des rouets, des quenouilles. Et j'ai dit, mais je suis tombé sur une bande de cinglés, quoi. Qu'est-ce qu'ils font là? Et alors, heureusement, Jo m'a tout de suite pris quand même à part, quoi. Puis il a écouté mon petit discours. Et là, je suis resté quelques jours. Et c'est là que Lanza m'a dit, j'avais envie de tout, je sentais que c'était ma place. Et Lanza m'a dit, j'avais 32 ans déjà, m'a dit, je vous conseille de garder vos affaires, de rester à Paris, puis de venir nous voir de temps en temps. Alors je lui dis, moi, vous savez, je suis pressé, j'ai déjà fait plusieurs expériences communautaires, et je voudrais faire celle-là. Si vous ne me permettez pas, alors je m'engage dans l'action civique non violente. Il m'a dit, c'est très bien, c'est une bonne façon pour entrer. Et alors, j'ai fait tout mon noviciat à l'Arche dans l'action civique non violente. Très vite, quand même, mon opinion a changé, quoi. Hein, parce que là, j'ai trouvé des gens... enfin, ça m'a interpellé, moi, en tant que chrétien, quoi, déjà, parce que pour moi, c'était ça, quoi. C'était les actes des apôtres, quoi, hein, les premiers chrétiens qui mettaient tout en commun, hein, et puis qui priaient, voilà. Tous les courants spirituels pouvaient être présents à l'Arche. Il n'y en avait qu'un qui était vraiment absent, c'était l'athéisme. Alors ça, les athées, ils n'aimaient pas. Moi, les mécréants, nous, on n'était pas en odeur de saint. Les athées, ils n'aimaient pas. Mais vous étiez bien aimés. On nous donnait quand même à manger quand on passait. Pour nous, gens du commun, la spiritualité, l'image qu'on en avait, c'était ça. Il faut avouer que c'était hyper choquant. Et heureusement qu'il y avait... Alors, là, je réponds à François. Heureusement qu'il y avait l'action qui nous paraissait, nous, parfaitement là, concrète, raisonnable, je dis bien raisonnable, et efficace. Et le reste, on ne figeait pas. Jean, je crois avoir traduit. Ça me rappelle justement quand j'ai fait les premières manifs pour soutenir Yves Rombal à Nantes. J'étais donc pas encore en communauté. Mais il y avait un poème que j'avais de Lanza que j'avais mis au mur. Tiens-toi droit et souris. Et je lisais toujours ce poème matin et soir. Et avant de partir à la manif, je faisais des exercices que j'avais découvert, un petit peu d'exercice, et je lisais le poème « Souris et tiens-toi droit ». Alors la peur au ventre, je partais, mais j'essayais de me tenir droit et de sourire. C'est par rapport à la peur que c'est un... C'est par rapport à la peur, je crois. Et par rapport au respect de l'autre aussi, c'est-à-dire l'autre qui est en face, qui va te foutre, qui va te jeter dans les... Comment on appelle ça maintenant? J'ai perdu le nom. Les fourgons, là, tout ça. Les paniers à salade, voilà. Il y avait un regard aussi à avoir pour interpeller l'autre aussi, en même temps que pas le violenter, mais l'interpeller. Parce qu'en fait, qui est-ce qu'on avait en face de nous? Toujours les flics. Donc il s'agit d'enseigner qui est-ce qu'on interpellait, les flics, parce que les autres étaient loin. Hein. Moi aussi, j'ai eu la même formation par l'Arche pour tenir le coup, justement. Là, j'y suis resté 3 semaines en prison à la santé. Et si j'avais pas connu l'Arche, je ne sais pas comment je me serais débrouillé. Parce que l'Arche m'avait vraiment initié aux exercices corporels, au chant, à la danse. Alors je dansais tout seul dans la cellule. Les mitards venaient me voir. Les matons venaient me voir. Les militants de l'action civique non violente multiplient les manifestations pour clamer leur refus de cette guerre. La police cherche à les disperser, les effacer. Eux s'efforcent d'être arrêtés et d'être confrontés à la justice. La loi dit, si tu ne me respectes pas, paf, tu as ça.
Et j'acceptais la sanction, avec la perspective de modifier la loi. Et puis une action, elle commence d'abord par voir toutes les possibilités de la loi, et ensuite elle transgresse la loi. Oui. Voilà. Mais en non-violence, tout ce qui est contraignant est acceptable. La loi est contraignante et elle fait avancer les choses. L'économie peut être contraignante et elle peut aussi faire avancer les choses. Une action de désobéissance civile, il me semble que justement, elle respecte la loi aussi. Ça, c'est très important parce que quelque chose... Là aussi, j'ai peut-être quand même évolué par rapport à la non-violence aussi. Parce que l'ANZA, à travers l'Arche, j'avais découvert que la non-violence, c'est d'essayer de toucher la conscience de l'adversaire, tout ça. Jusqu'à la destruction éventuelle de certaines choses qui ne sont pas, qui apparemment, pour les gens bien en place, peuvent être des « Ah, mais attention, vous touchez au bien d'autrui ». Quand on ne peut pas faire autrement, quand il n'y a pas plus d'autres solutions, c'est pas violent. C'est même nécessaire. Pour l'engagement, il y a une chose, c'est de ne pas tout accepter, obéir à tout. Je crois que l'engagement, c'est ça. C'est avoir sa conscience pour soi, pour refuser quand ça va trop loin et qu'on ne peut pas accepter. Il faut qu'il y ait la dimension intérieure de mise en question de soi-même, la dimension extérieure d'engagement, et puis le problème de respect des droits de l'homme qui introduit tous les autres dans ce système-là et qui t'empêche de présenter une solution qui soit toute faite et qui donne l'impression que tous les problèmes sont résolus. Et il faut accepter aussi notre impuissance à résoudre les problèmes et surmonter cette impuissance pour tenter d'apporter un petit quelque chose. À ce moment-là, on commence à être dans du solide. Amen. Alors, bon, savoir l'utilité que tout cela a eu, ouais, je pense que c'est une question qui n'est même pas utile de se poser. Il m'a semblé que, face d'une part au scandale de la République à l'époque, la lâcheté des hommes politiques, la démission des uns et des autres, il m'a semblé que ma position ne pouvait pas être autre que de refuser de participer à ce carnage. Quand j'étais à Jeune Résistance, j'ai fait 1 ou 2 voyages en France en portant des valises. C'était pas des valises d'armes, c'était des valises de tracts ou des choses comme ça, entre autres Vérité pour. Et j'ai failli être arrêté. Et là, j'ai eu peur. Et je me suis rendu compte après, c'est pas que j'aurais pas voulu être arrêté pour ça, mais j'aurais préféré être arrêté pour autre chose. Alors je pense qu'on supporte mieux la prison quand on choisit la raison pour laquelle on y va. Et quand je parle de la prison, je pense aussi peut-être pour la mort, tu vois, c'est quand tu choisis, ben ça va mieux. Après, sur la philosophie, tu vois, c'est très simple. Pour nous, si tu veux, qui avons vécu ça, il n'y avait pas trop d'idéologie, de trucs, de machin. Pour nous, c'était simple. Simple au sens... on se posait pas trop de questions, quoi. Et ça peut étonner quand même les gens, parce que... Certains... on parle pour nous, là. Hein, certains pourraient croire qu'il a fallu qu'on se tortille l'esprit pour prendre des positions, pour si... Non. Pour nous, c'était nature. C'est important. La seule chose que je regrette, si tu veux, c'est qu'à l'époque, on a été si peu nombreux. Voilà. C'est ça qui est... Même rétrospectivement, c'est pas toujours facile, quoi. Parce que, tu sais, en 60, tu avais quand même beaucoup de manifs contre la guerre d'Algérie, les étudiants au quartier latin, qui manifestaient régulièrement. Il faut quand même... C'était la 7e année, on commençait la 7e année de guerre, hein. Et moi, quand j'ai vu Boisgontier, qui avait des responsabilités syndicales étudiantes, qui était quand même un personnage, je me suis dit, ça va, on va faire venir des tas de gens, quoi. Peut-être pas des millions, mais quelques centaines ou quelques milliers, qui vont faire comme nous. C'est logique, c'est tellement logique. On était contre la guerre d'Algérie, bah, il fallait faire quelque chose pour comment dire, ne pas la faire. Et ce que nous proposaient Jo
et Pierre, c'était ça. C'était la solution qui était évidente pour moi, parce que j'ai un raisonnement très simple dans ce domaine. Et puis c'est vrai que quand on a vu qu'on s'est retrouvé à quelques dizaines, bon, pour moi, j'imaginais un mouvement de masse, quoi. Même une petite masse, mais un mouvement de masse, tandis que là, ça a été un mouvement confidentiel. C'est mon grand regret, quoi. En juin 2003, une cinquantaine d'anciens protagonistes de ces luttes, soutiens volontaires ou réfractaires, se sont retrouvés sur le Causse Noir. À cette occasion, ils ont décidé d'actualiser leur mémoire par des écrits, par ce film et par une action concrète de certains d'entre eux avec les réfractaires israéliens et le peuple palestinien.